Salut, c'est Tanguy de la boîte à bac. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer l'essentiel pour réussir une dissertation en AGGSP. C'est parti. Ça fait des mois qu'on y travaille pour toi. L'application La Boîte à Bac est prête, sois le premier à la découvrir. Elle contient des quiz, des cartes mentales, nos cours en vidéo accompagnés de questions, toutes nos vidéos de méthodologie, des fiches et des défis mensuels pour gagner des niveaux, des badges et bonifier ton avatar. Pour réviser tes cours, consolider ta méthodologie, tester tes connaissances, organiser tes idées, bref, progresser en t'amusant. Choisis ton avatar et développe tes skills. Badges, XP et clés seront tes récompenses. Invite tes amis et défilez. Et si tu as encore besoin de réviser pour les battre, nos vidéos de cours et de méthodologie sont là. Cerise sur le gâteau, notre algorithme adapte les questions à tes besoins et à ton niveau. Révise dans les transports en commun, sur le chemin du lycée, dans ta chambre, avant un contrôle, bref, dès que tu as un petit moment. L'appli LBAB, c'est où tu veux, quand tu veux. Lors d'une épreuve type bac, voire lors de ton bac, tu auras 4 heures pour réaliser une dissertation et une étude critique de documents. Et crois-moi, ces 4 heures peuvent passer très vite. Et comme l'étude de documents et la dissertation valent 10 points chacun, il ne faut pas passer trop de temps sur la dissertation au risque de perdre des points sur l'étude critique de documents. Mais l'étude critique, selon Claire, est un peu plus rapide à faire. Et c'est pour ça que je te propose de faire la dissertation en 2h30 ou 2h15 et l'étude critique de documents en 1h30, 1h45. Dans cette vidéo, nous allons voir les 6 étapes suivantes et je t'ai écrit en plus le temps à passer sur chacune d'entre elles. Nous allons voir tout d'abord l'analyse du sujet, puis comment trouver une problématique et un plan, formuler un plan détaillé, rédiger l'introduction, la conclusion et le développement, tout en gardant environ 10-15 minutes pour bien te relire. L'analyse du sujet est l'étape la plus importante d'une dissertation et pourtant elle est trop souvent négligée par vous les lycéens. Elle permet d'éviter les 2 plus gros écueils possibles, à savoir les hors-sujets ou les dissertations incomplètes. Pour réussir ton analyse, commence par recopier ton sujet sur une feuille de brouillon en laissant de l'espace autour de celui-ci. Là, je le fais avec mon sujet, la puissance des États-Unis au XXIe siècle. Puis je surligne les notions importantes du sujet et je les définis. Les définitions de ces notions sont très importantes, car chaque mot d'une définition peut modifier légèrement celle-ci, voire la changer complètement. Et c'est pour cela que je dois apprendre par cœur les notions essentielles. En l'occurrence, je n'ai qu'une notion dans ce sujet, c'est la puissance. J'écris donc ma définition de celle-ci. Selon Serge Sur, la puissance est la capacité de faire faire, refuser de faire ou empêcher de faire. Puis j'évoque cette notion. C'est-à-dire que je note tous les éléments auxquels la notion me fait penser. Ça peut être des notions connexes, des aspects de la notion, des notions contraires. Ça peut être déjà quelques petits exemples qui me viennent éventuellement à l'esprit dès maintenant. Ça va me permettre d'avoir une meilleure vision générale de la notion qui pourra me servir ensuite pour un plan. Ensuite, je détermine le cadre spatio-temporel du sujet, c'est-à-dire l'espace et la période concernée par celui-ci, et je note tous les éléments qui me viennent à l'esprit sur les raisons pour lesquelles on m'a donné cette période et ce lieu. Dans mon cas, la puissance des États-Unis au XXIe siècle, c'est très simple. Mon cadre spatial est clair, c'est les États-Unis, et mon cadre temporel, c'est le XXIe siècle. Mais il faut également que je réfléchisse aux raisons pour lesquelles on m'a donné ce cadre. Pourquoi est-ce qu'on s'intéresse aux États-Unis? Pourquoi sa puissance au XXIe siècle? Eh bien, les États-Unis, je vais noter que c'est la première puissance mondiale. Je vais également noter que c'est un pays vaste, que c'est un pays peuplé avec plus de 330 millions d'habitants. Pour le cadre temporel, eh bien là je me rappelle de mon cours et je sais qu'il y a des éléments du XXIe siècle qui ont modifié la puissance des États-Unis ou en tout cas qui ont pu la restreindre un petit peu, bien qu'elle reste une première puissance. Il y a 2001 avec les attentats du World Trade Center. Il y a 2003, en effet, à cette époque, les États-Unis vont aller en Irak pour intervenir dans ce pays, malgré le refus de l'ONU qu'ils le fassent. En 2007, la crise financière va réduire leur puissance économique, tandis que celle de la Chine est en train d'augmenter. Et très récemment, en 2021, les États-Unis doivent quitter l'Afghanistan après 20 années d'occupation, et ce sont les talibans qui vont reprendre le pouvoir alors qu'ils étaient intervenus pour les chasser justement. Par ailleurs, tout au long du XXIe siècle, il y a une montée de la puissance de la Chine et de d'autres pays émergents. Parfois, les termes peuvent être plus vagues et c'est à toi de déterminer le cadre spatio-temporel sans information particulière de la part du sujet. Si j'ai comme sujet le patrimoine, héritage du passé ou construction mémorielle.
Le fait de n'avoir aucun terme concernant le cadre spatial signifie que je dois m'intéresser au monde, ou du moins à l'ensemble des pays vus en classe. Je n'ai pas de cadre temporel précis, bien qu'il y ait une référence au passé. Cette référence et le manque de cadre temporel signifie que ce sujet doit être vu par rapport à aujourd'hui, en gros les 10-20 dernières années, mais ça interroge aussi notre rapport au passé et ainsi s'interroger sur notre rapport au patrimoine du Moyen Âge, de la Renaissance, également au patrimoine plus récent, tel le patrimoine industriel ou encore les monuments architecturaux très récents, telle la ville du Havre, détruite durant la Seconde Guerre mondiale et reconstruite durant les années 50-60 au point d'être classée aujourd'hui patrimoine mondial de l'humanité. Un élément très souvent oublié dans l'analyse du sujet, c'est le fait de s'intéresser aux petits mots du sujet qui pourtant peuvent transformer complètement celui-ci. Là, j'ai mon sujet qui est la puissance des États-Unis au XXIe siècle. D signifie qu'on s'intéresse à la puissance des États-Unis vue comme un ensemble, c'est-à-dire l'État en général et son rapport avec d'autres États, voire avec d'autres acteurs tels que les FTN. En revanche, si mon sujet était la puissance aux États-Unis au XXIe siècle, il serait radicalement différent. En effet, la puissance aux États-Unis signifie que je m'intéresse à la distribution du pouvoir à l'intérieur de celui-ci. Qui a le pouvoir? Est-ce l'État fédéral ou les États fédérés? Au sein de l'État fédéral, est-ce le président? Est-ce les ministres? Est-ce les députés? Est-ce peut-être les juges? Est-ce qu'il y aurait d'autres sources de pouvoir telles que les citoyens ou encore les FTN? Donc c'est un sujet intérieur très intéressant mais complètement différent du sujet de la puissance des États-Unis, on est d'accord. Reprenons notre autre exemple, le patrimoine, héritage du passé ou construction mémorielle. Là, le terme « ou » et le point d'interrogation final signifie que je suis dans un sujet débat, dans lequel il faut que je me positionne. Est-ce que le patrimoine, c'est finalement un héritage du passé ou bien une construction mémorielle? Je dois opposer ces deux visions et les nuancer afin de créer un développement intéressant. Je cherche enfin à comprendre les sous-entendus du sujet et l'intérêt de celui-ci. Pourquoi est-ce qu'on considère qu'on peut faire une dissertation de 6 pages concernant ce thème-là? Revenons à la puissance des États-Unis au XXIe siècle. Pour ce sujet, j'ai déjà constaté l'importance de la période et du pays. Si on me donne à traiter la puissance des États-Unis au XXIe siècle, c'est qu'il y a un changement, c'est qu'il y a une césure, quelque chose qui a modifié sa puissance entre la fin du XXe et le XXIe siècle. Or, je me rappelle qu'autour de ma notion de puissance, j'ai noté le terme hyperpuissance. Et je me rappelle qu'au XXe siècle, les États-Unis étaient considérés comme une hyperpuissance. Peut-on encore considérer que ce pays est une hyperpuissance aujourd'hui? Pourquoi est-ce que ça aurait éventuellement changé? Et je peux également noter d'autres formes de questionnement. Par exemple, quels sont les acteurs qui concurrencent éventuellement aujourd'hui la puissance des États-Unis? Ou encore, quelle est la nature de la puissance des États-Unis? Est-ce un hard ou un soft power? J'ai maintenant toutes les cartes en main pour passer à l'étape suivante, trouver une problématique et un plan. Trouver une problématique et un plan. Petite précision, dans ma méthode, je commence par trouver la problématique. Mais si tu n'es pas encore assez inspiré ou bien si tu n'es pas sûr de tes connaissances, tu peux éventuellement commencer par le brainstorm qui est le début de l'étape 3 avant de chercher la problématique et le plan. Pour trouver ta problématique, pars du questionnement que tu as pu te faire à la fin de l'étape précédente et cherche à formuler celle-ci avec une ou deux questions suffisamment larges pour pouvoir couvrir l'intégralité du sujet et suffisamment précises pour éviter les hors-sujets et te servir de fil conducteur à l'ensemble de ta copie. En effet, la problématique est la question qui va guider l'ensemble de ta copie. C'est en quelque sorte ton fil rouge. Il faut que chacune de tes parties puisse apporter un élément de réponse à celle-ci et que, avec tous ces éléments-là, tu puisses rédiger une conclusion qui couvre l'intégralité du sujet et donc de ta problématique. Dans le cadre de mon sujet, à partir de mon questionnement, je parviens à la problématique suivante. Les États-Unis peuvent-ils encore être qualifiés d'hyperpuissance au XXIe siècle? Cette problématique peut a priori paraître courte, mais en réalité, elle couvre l'intégralité du sujet. En effet, en me demandant si les États-Unis sont encore une hyperpuissance, c'est-à-dire une puissance complète et sans égale, je couvre en réalité les autres questions que j'avais notées. En effet, je pose également la question de ses concurrents éventuels et de la source de son pouvoir. Il est maintenant temps de rechercher un plan. Dans l'une des vidéos de méthodologie en HGGSP, je présente en détail l'ensemble des 7 plans possibles. Là, je vais simplement évoquer assez rapidement les plans les plus fréquents.
Tu peux employer un plan dialectique pour les sujets de débat, c'est-à-dire pour les questions fermées auxquelles on pourrait répondre oui ou non, et pour lesquelles on te demande de confronter deux visions différentes d'un sujet qui fait débat. Le plan en deux parties serait thèse-antithèse, c'est-à-dire plutôt oui mais plutôt non, ou bien point de vue 1 puis point de vue 2, ou encore thèse et limite de la thèse. Le plan en trois parties serait le plan thèse, antithèse, synthèse, dans lequel la synthèse permet de dépasser l'opposition initiale afin d'aborder un autre enjeu qui se cache en réalité derrière ton sujet. Ainsi, pour le sujet le patrimoine, héritage du passé ou construction mémorielle, on pourrait proposer le patrimoine s'est construit autour d'une mise en valeur du passé, mais c'est notre point de vue contemporain et identitaire qui détermine la valeur patrimoniale de ce passé. Ainsi, la protection du patrimoine passe par une prise en compte de ces enjeux historiques, esthétiques, identitaires et économiques. Tu constates qu'en fait, ce 3 prend en compte les éléments qu'on a exposés en 1 et en 2 pour dépasser ce débat initial et aborder un autre débat qui se trouve derrière. Comment adapter la protection du patrimoine à ces différents points de vue sur sa nature? Autre plan très fréquent, le plan thématique qui permet de faire le tableau d'une situation en présentant les différents aspects de celle-ci. Le plan factuel te permet de traiter d'un événement en distinguant les causes de l'événement, les formes de celui-ci, c'est-à-dire ce qui se passe durant l'événement, et les conséquences de celui-ci. Lorsque le cœur de ton sujet est un processus, tu peux distinguer processus, enjeu de ce processus et typologie dans lequel tu vas présenter différentes formes que peut prendre le processus général. Tu peux aussi faire un plan chronologique dans lequel tu distingues différentes périodes pour traiter du sujet ou un plan scalaire dans lequel tu étudies un phénomène à différentes échelles, par exemple l'échelle mondiale, une région du monde, un pays, des villes, etc. Tu peux bien sûr mélanger différents aspects de ces plans afin de faire celui qui correspondrait le mieux à ton sujet. Par ailleurs, il peut y avoir une différence entre ta problématique et ton plan. C'est-à-dire que ton plan peut a priori avoir l'air un peu différent de ta problématique du moment qu'il permet bien de répondre à celle-ci. Pour mon sujet, avec la problématique, les États-Unis peuvent-ils encore être qualifiés d'hyperpuissance au XXIe siècle? On pourrait croire a priori qu'avec une telle problématique, il faut faire un plan dialectique dans lequel on va distinguer la puissance des États-Unis, les limites de cette puissance et les nouveaux domaines de la puissance états-unienne. Et ça pourrait éventuellement fonctionner. Mais il serait plus habile, afin d'éviter les répétitions et d'être plus clair, d'utiliser plutôt un plan thématique dans lequel je vais distinguer les différents éléments de la puissance états-unienne, à savoir les États-Unis, une superpuissance militaire et diplomatique au pied d'argile, une puissance économique menacée, un leader culturel aux valeurs contestées. On constate tout de suite que ce plan correspond bien à la problématique, car bien que je fasse une distinction thématique, pour chacun des thèmes, j'interroge le sujet en me demandant quel est le niveau actuel de la puissance des États-Unis. Formuler un plan détaillé. Maintenant que j'ai analysé le sujet, trouvé une problématique et un plan, je peux rechercher l'ensemble des connaissances qui me permettront de le traiter. Pour cela, je vais faire un brainstorm qui va me permettre de formuler un plan détaillé. Le brainstorm, ou remue-ménage en français, consiste à noter le plus de connaissances possible sur un sujet. Pour cela, si tu as ton plan, prends différentes feuilles de brouillon et note au sommet de chacune d'entre elles le titre de ta partie. Ensuite, pour chacune d'entre elles, note spontanément toutes les connaissances qui te viennent, comme ça, sans trop réfléchir. Une fois que tu as fait ça, commence à te poser des questions sur chacune des parties et note ce qui te vient à l'esprit à partir de ce questionnement. Ainsi, tu peux te demander qui, où, quand, pourquoi, comment, dans quel but, quelles sont les limites de ce que je viens d'écrire. Réfléchis aux notions de cours que tu pourrais employer, les mécanismes que tu pourrais expliquer, les exemples précis que tu pourrais formuler. Et j'insiste sur le précis, c'est-à-dire qu'il faut donner l'époque, la période concernée, les chiffres clés ou encore le nom des acteurs concernés par cet exemple. Ensuite, à partir de tous ces éléments que tu as notés, tu peux noter des sous-parties qui te permettraient de les traiter en vérifiant bien que tu n'as rien écrit hors sujet. Puis, en fonction du temps qu'il te reste, tu peux choisir deux options.
Soit tu renotes sous chacune des sous-parties les différents éléments que tu avais trouvés dans ton remue-ménage qui permettent de couvrir cette sous-partie, soit si tu n'as pas le temps, tu peux prendre 2 ou 3 couleurs qui correspondent aux 2 ou 3 sous-parties et surligner les éléments de ton brainstorm qui correspondent à chacune de ces sous-parties. Voici ce à quoi pourrait ressembler le plan détaillé de l'une de mes parties. Tu constates d'ailleurs que j'ai pu mettre un numéro à chaque feuille pour ne pas m'y perdre. Là, le 2, c'est pour mon grand 1. La feuille 1, c'est mon analyse du sujet et ma problématique. J'ai donc noté tout ce qui me venait à l'esprit par rapport à la puissance militaire et diplomatique des États-Unis, en utilisant des couleurs différentes pour les éléments de contestation et les éléments qui exposent la puissance de ce pays. À partir de ces différents éléments, j'ai pu trouver des sous-parties dans lesquelles je vais pouvoir noter les éléments que j'ai notés ici. Donc j'utilise des couleurs différentes là pour correspondre à mes différentes sous-parties. Comme ça, je n'ai pas besoin de recopier tout ce qui est ici à nouveau sous chacune des sous-parties. En revanche, je numérote ces éléments pour savoir dans quel ordre je vais vouloir les écrire. Tu remarques que mon brouillon est très moche. C'est normal, on n'a pas le temps de faire des choses propres lorsqu'on est en train de rédiger un brouillon. C'est aussi pour cela qu'il y a plein de fautes d'orthographe ou autres, parce que je ne m'en soucie pas. Cette feuille, elle est juste pour moi, elle n'est pas sur ma copie. C'est pour la même raison qu'il y a de très nombreuses abréviations, mais par contre, je cherche la précision lorsque je mets des chiffres tels que des dates, un nombre de porte-avions ou bien encore le budget militaire, car ces informations précises vont valoriser ma copie. Enfin, regarde une dernière fois ton sujet et son analyse afin de vérifier que ton plan et ta problématique y correspondent bien. C'est en effet le dernier moment où tu pourras modifier un peu ton plan détaillé, car après ça, il sera trop tard, car tu passes à la rédaction. Rédiger l'introduction. Le cœur de ton introduction est la problématique. Tout ce que tu écris avant doit permettre de comprendre pourquoi tu as choisi cette problématique et le lien entre celle-ci et le plan. Tu écris donc une phrase d'accroche à partir d'un fait d'actualité, d'une situation, d'une référence historique ou artistique qui permet de bien comprendre l'enjeu du sujet et donc qui prépare à ta problématique. Ensuite, tu définis les notions clés du sujet, c'est-à-dire celles qui sont explicitement présentes dans le sujet qu'on t'a donné, mais également les notions transversales, c'est-à-dire celles que tu vas utiliser dans chacune de tes parties et donc il est nécessaire de présenter dès l'introduction. Ainsi, vu que j'ai choisi comme problématique les États-Unis peuvent-ils encore être qualifiés d'hyperpuissance au XXIe siècle? Je dois définir la notion d'hyperpuissance car elle est présente dans ma problématique. Ma problématique ne pourrait pas être comprise si je n'ai pas défini cette notion auparavant. Je peux également, éventuellement, définir la notion de hard et de soft power car ce sont des notions que je vais utiliser dans chacune de mes parties par la suite. Puis je présente le contexte spatial et temporel tout en expliquant pourquoi ce lieu et cette période sont importants pour le sujet. Maintenant que j'ai bien présenté l'intérêt du sujet, je peux enfin formuler ma problématique sous la forme d'une question directe, concise, précise. Je peux écrire au début de la problématique la formule « ainsi » qui montre bien le lien entre ce que j'aurais exposé auparavant et la problématique que je formule. Puis j'annonce mon plan de façon élégante avec des connecteurs logiques courts tels que « nous verrons »,« puis »,« enfin » ou bien encore « nous verrons, mais, car ». Voici ce que ça peut donner. Je vais t'expliquer mon introduction rapidement et tu peux faire pause ensuite pour pouvoir la lire en détail. Je commence par une ouverture sur un fait d'actualité avec le retrait des États-Unis d'Irak et d'Afghanistan en interrogeant directement cette situation. Est-ce que ça ne montrerait pas que les États-Unis sont une puissance au pied d'argile? Ensuite, j'enchaîne avec une définition de la puissance et je définis par ailleurs les notions de hard, de soft et de gold power. Puis je présente mon contexte spatial et temporel en utilisant déjà le terme hyperpuissance pour présenter la période précédente de la puissance des États-Unis à la fin du XXe siècle. Comme ça, cette définition pourra être employée pour comprendre la problématique qui suit. Ma problématique est courte et mon annonce du plan est synthétique pour que la lecture soit agréable. Après avoir rédigé mon introduction directement au propre, je peux écrire ma conclusion au brouillon avant d'ensuite passer au développement. Rédiger la conclusion. J'écris ma conclusion avant le développement car j'ai encore une vision d'ensemble. En effet, j'ai l'esprit frais et je viens de trouver mon plan détaillé, donc j'ai toutes les idées ensemble et c'est ça ce qui va me permettre de réussir ma conclusion. Si je fais ma conclusion au dernier moment, je ne serai pas frais, je serai dans le rush, je vais écrire quelque chose qui sera souvent un peu bâclé
Or, c'est la dernière chose que mon correcteur va lire et ça coince. La conclusion remplit deux fonctions essentielles. Donner une réponse finale à la problématique à partir de mon développement et ouvrir l'analyse vers un sujet proche, vers des interrogations sur l'évolution prévisible d'un phénomène que j'ai observé, vers une autre période ou un autre pays qui présente des similarités avec la période ou le pays étudié. J'évite que ma réponse à la problématique soit une simple répétition de mon plan. Je cherche plutôt à associer les différentes idées que j'ai pu traiter séparément pour montrer le lien qui les unit. J'évite également les prises de position personnelles ou encore les fausses questions, les faux débats, c'est-à-dire finir avec une ouverture qui pose une question à laquelle la réponse est évidente ou bien une question sans aucun intérêt. Voici ma conclusion commentée, tu peux faire pause pour la lire. Je commence par une réponse concise à la problématique. Les États-Unis peuvent encore être considérés comme une superpuissance, mais ne sont plus une hyperpuissance. Ensuite, je détaille les éléments qui me permettent de l'affirmer grâce aux éléments que j'ai pu développer dans chacune des parties. Et je les lis, c'est-à-dire qu'avant j'ai pu séparer puissance militaire, économique, culturelle, maintenant je les associe autour des notions de hard et de soft power et je montre qu'en réalité, hard et soft power sont liés entre eux. Et enfin, j'ouvre sur la Chine en expliquant les éléments majeurs qui font que la Chine n'est pas encore une superpuissance de la taille des États-Unis, mais je laisse comprendre que peut-être bientôt elle le sera. Rédiger le développement. Tu arrives enfin au bout de cette copie et de cette vidéo qui, je te l'accorde, est un peu longue. Je vais te présenter quelques règles essentielles pour réussir ton développement. D'une part, aère ta copie, c'est-à-dire saute 2 lignes entre ton introduction, ton développement et ta conclusion, une ligne entre chaque partie, et entre tes sous-parties, va la ligne et fais un alinéa. Commence ta première partie par un chapeau dans lequel tu vas exposer le sujet de ta partie et présenter les différentes sous-parties. Entre tes parties, écris une transition dans laquelle tu vas faire un bilan de la partie afin d'apporter des éléments de réponse à la problématique, puis tu vas amener le lien vers la partie suivante pour laquelle tu vas présenter les différentes sous-parties. En gros, une transition, c'est un bilan plus un chapeau. Respecte bien ton plan détaillé, rédige de façon claire et précise, définis les notions que tu emploies, emploie une tournure impersonnelle et non un jeu, car on considère que tu n'as pas encore assez de connaissances pour avoir une opinion personnelle, on veut que tu relates les travaux de chercheurs qui ont étudié les sujets que tu traites. Enfin, une fois que tu as tout bien rédigé, prends 10-15 minutes pour bien te relire, vérifier l'orthographe et ta syntaxe. Tu as maintenant tous les éléments essentiels pour réussir ta dissertation et tu peux regarder l'ensemble des autres vidéos sur cette épreuve pour être encore meilleur dans cette épreuve. Et donc moi je te dis à bientôt sur d'autres vidéos.